11e biennale du Carrousel des métiers de la récréation cette année en version 100% digitale. Ce soir, après avoir rencontré des artisans qui nous ont parlé de savoir-faire, de parcours, de techniques, de métiers, on va traiter d'un sujet un peu différent. On va parler fabrication, on va parler développement durable. Je suis en compagnie de Aude Auguet, qui est donc la fondatrice du réseau d'accompagnement Artisans d'avenir et aussi qui anime le podcast indépendant Voix. C'est elle qui va nous présenter la table ronde ce soir et les personnes qui sont présentes parmi nous. Je vais donc vous laisser et vous inciter à nous poser des questions à travers la fenêtre de chat qui est sur votre droite. On prendra le temps d'y répondre ou pendant l'échange ou à l'issue de notre session qui durera à peu près 45 minutes. Bonne soirée. Merci Caroline. Donc effectivement, je suis la cofondatrice d'Artisans d'avenir. On a créé Artisans d'avenir il y a maintenant 2 ans avec Philippe Azet. Et donc, on est un réseau qui activons les projets des artisans d'art, c'est-à-dire qu'on trouve les solutions d'accompagnement pertinentes depuis l'orientation ou la reconversion professionnelle vers les métiers d'artisanat d'art jusqu'au développement de l'entreprise. Et donc, ce soir, notre sujet est au front durable, au front responsable. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce qu'une des raisons d'être d'Artisans d'avenir, c'est que les artisans retrouvent une place qu'ils méritent dans notre société. Et donc, si on veut plus d'artisans autour de nous, c'est indispensable qu'ils vivent de leur métier. Et pour ça, c'est important de sensibiliser les consommateurs à leur acte d'achat quand ils achètent une pièce unique ou en petite série. Donc ce soir, je suis ravie parce qu'on a autour de nous 3 acteurs qui connaissent très bien le sujet de durabilité et de responsabilité dans un acte d'achat ou dans la conception d'un produit. Donc je vais vous présenter Elisa Yavchitz, qui est directrice générale des Canaux. Les Canaux, c'est un acteur phare qui soutient les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons Ronan Maheo, qui est chef de projet économie de proximité et fabrication en ville à la métropole du Grand Paris. Et la métropole œuvre pour un territoire durable et résilient. Et enfin, nous avons Marcia de Carvalho, qui a créé il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans maintenant, Chaussettes Orphelines, qui est une entreprise qui s'est développée autour du concept glamour et écologique autour du recyclage des chaussettes. Donc peut-être pour commencer, on va faire un petit tour de table pour que chacun, avec vos mots, vous puissiez nous expliquer quels sont les critères d'un acte d'achat responsable. Est-ce que Elisa, vous voulez commencer? Bonjour, bonjour Aude, et merci d'animer cette tour de table et cette conférence et merci à la Chambre des métiers de l'artisanat de tenir bon et d'être toujours là pour soutenir les artisans, les commerçants, et dans cette période-là, d'avoir fait ce pari fou de le maintenir en ligne dans des délais hyper courts. Voilà, je voulais les féliciter parce que c'est très audacieux et très nécessaire. Alors, qu'est-ce que l'achat responsable? Oui. Donc, nous, au Canaux, on soutient des acteurs économiques qui décident de mettre les questions environnementales, les questions sociales, le lien social au cœur de leur projet d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et parce qu'on souhaite contribuer à la construction d'une économie positive, une économie qui soit au service des humains, de la planète, de la préservation de notre terre, de la biodiversité, et que aujourd'hui l'économie peut détruire, l'économie peut être prédatrice par rapport aux ressources. On est plusieurs milliards sur Terre, 7 milliards, peut-être demain 9, et on peut pas continuer comme ça, on en est tous conscients. Donc par une autre forme de production, une autre forme de consommation, on trouvera des solutions pour vivre tous ensemble sur Terre de manière plus en harmonie, parce que si on n'a pas une harmonie avec son environnement, ça sera compliqué pour tout le monde. Donc, même si on est dans un pays riche, il faut
penser les conséquences de ce qu'on fait. Et en fait, ça, les conséquences, c'est vraiment du démarrage, on va dire, et dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on consomme, comment, quelle est l'empreinte écologique, l'empreinte sociale de ce qu'on utilise au jour le jour. Il y a une véritable prise de conscience par les citoyens français, qui de plus en plus se rendent compte des enjeux environnementaux, des enjeux de société, de la fragilité de notre monde. Et on voit bien avec la crise du Covid que finalement les choses sont fragiles et ils ont envie effectivement de contribuer. Mais bon, parfois ils n'ont pas toujours les outils parce qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'il est responsable, tout le monde dit qu'il a une empreinte écologique parfaite. Et donc, il faut regarder concrètement qu'est-ce qu'il est vraiment. Et dans je pense que c'est toute notre conférence va participer à définir cela. Donc, je ne vais pas tout dire tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que déjà acheter local et des choses produites en France avec des ressources françaises, donc issus de nos territoires, de notre environnement proche, c'est nécessairement déjà s'inscrire dans une économie avec des charges sociales, de protection sociale, qui coûte cher aux entreprises, et qui fait que parfois les produits peuvent coûter plus cher, mais qui ont aussi une immense richesse et une immense possibilité pour les Français. Donc, c'est aussi une manière de soutenir ce système qui nous soutient, et on le voit bien entre le système de santé, le système du chômage partiel, de tout ce qui est mis en œuvre dans la période actuelle. Et on voit bien que tout le monde peut être concerné d'avoir un besoin d'un matelas social. Donc déjà, ça, c'est très important. Et donc, je dirais que acheter responsable, c'est déjà acheter sur des biens sur lesquels on a une traçabilité et une visibilité. C'est la première étape. Il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment la première étape. Merci Elisa. Est-ce que Ronan, vous avez des choses à ajouter sur ces critères justement d'ACTA? Qu'est-ce que les consommateurs, sur quoi ils peuvent juger que quand ils achètent quelque chose, ils font un acte responsable? Déjà, par acte responsable, moi j'entends déjà responsable, c'est répondre d'eux. Et quelque part, c'est répondre d'un écosystème. Donc, peut-être penser déjà local, penser acheter en proximité. Certains parlent de la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, bien sûr, quand on achète, il y a une dimension, bien sûr, de logistique avec des circuits de proximité à favoriser, des circuits courts. C'est bien sûr la notion d'impact social et environnemental. Bien sûr, l'environnement est un enjeu, mais l'emploi est un enjeu également. Donc, on est bien dans cette notion de respect d'un écosystème, avec une notion bien sûr de faible impact environnemental, comme ça a été déjà évoqué, que ce soit sur la production. Et donc, l'artisan, quelque part, a à la fois dans son approvisionnement, dans, on va dire, son façonnage, sa production, et aussi dans sa gestion des déchets, et aussi, bien sûr, dans sa commercialisation, quelque doit prendre en compte tout ce système circulaire. Et donc, ça, c'est important. Et donc, bien penser que dans notre acte de consommation, ça a des impacts évidents, puisque l'artisan de mon quartier, de ma rue, de ma ville, quelque part fait vivre aussi cette ville, avec j'allais dire, l'utilisation des différents services. Également, c'est des enfants, c'est une famille. Donc, il y a toute une approche qu'il faut prendre en considération. Et évidemment, quand je vais chercher sur des grandes plateformes des produits qui viennent de l'autre bout du monde, évidemment, il y a quelques questions à se poser. Marcia. Alors, c'est vrai qu'on voit avec une grande joie les changements des comportements. Je trouve que notamment depuis les 2 dernières années, et cette année, c'est encore plus flagrant comment les gens, comment les consommateurs ont envie et les disent de consommer les plus local possible. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de faire tous leurs cadeaux de Noël vraiment avec des produits fabriqués en France. Et ça devient presque un acte militant
pour tout ce que nous venons de dire, à la fois pour les impacts liés à la société, comment les produits sont faits. On sait très bien que depuis quelques années, avec malheureusement les Rana Plaza, les gens sont très concernés par comment les produits sont faits, où, de quelle façon, combien les salariés payés, et puis les locales évidemment. La question les plus proches, c'est les mieux. Et d'ailleurs, la ville de Paris a lancé ces labels fabriqués à Paris, auquel c'est la 3e année que nous l'avons. Et c'est vraiment tellement différent de produire, d'imaginer un produit dès sa conception, d'imaginer comment il va vivre, comment il va être fabriqué, comment ça peut être les plus local et avec les moins d'impact pour l'environnement. Et voilà. Et donc, je suis très contente de voir que les consommateurs ils sont vraiment très contents et concernés de pouvoir acheter de cette façon. Après, voilà, tout n'est pas parfait parce que c'est très difficile de pouvoir tout faire dans un même. Mais déjà, comme vous disiez, déjà venant de chercher local. Et ça, c'est vraiment super. Et quitte même, il y a des gens qui ont envie de visiter les endroits où nous fabriquons. Et c'est juste à côté, puisqu'on fabrique beaucoup dans la coopérative de la Goutte d'Or. Voilà, c'est totalement différent de travailler de cette façon et de côtoyer les artisans qui vont produire nos produits. Et je trouve que quelque part, cette joie, les gens la ressentent quoi, dans les produits. Ils ont plutôt envie de ça. Beaucoup de gens. C'est pas encore. C'est un process lent, un peu trop lent même pour arriver à que ça soit que les consommateurs soient encore plus concernés. Mais on est en marche. Dans la traduction de l'évolution de ton chiffre d'affaires, tu as vu récemment cet impact en fait depuis 2 ans. Tu dis où tu sens que les personnes sont de plus en plus concernées par l'achat justement d'une pièce recyclée, fabriquée en France. Tu l'as ressenti spécialement depuis 2 ans ou c'est venu petit à petit? Non, c'est très clair. Et d'ailleurs, la quantité des marques qui s'y mettent pour une raison ou pour une autre. Mais les mouvements, il s'est accéléré, je trouve, vous me direz, hein, mais je trouve que ces 2 dernières années, peut-être un petit peu plus, mais c'est très flagrant comment la quantité des créateurs, des petits chefs d'entreprise se sont mis dans cette voie et ils ne peuvent pas concevoir de faire autrement. Et puis les grands du marché, par prise de conscience ou par pressionnés par les consommateurs, se voient aussi dans ils voient qu'ils ont aussi besoin et ils jouent les jeux, ils essayent de rentrer dans ces challenges, de polluer moins et puis, ils savent que les consommateurs, et d'ailleurs, il y a plein d'applications maintenant pour aller voir d'où viennent les produits. Et voilà, c'est super parce qu'on fait les chemins de ce que les bio a fait dans l'alimentaire. Maintenant, les vêtements et dans et les objets d'art, hein, les objets en général sont dans cette mouvance d'où ils viennent, comment ils sont faits. Et oui, je pense que c'est très fort et la tendance va être que d'augmenter à chaque fois plus cette position. Et Elisa, peut-être, vous pouvez rajouter, parce que depuis combien de temps existent les canaux? Est-ce que vous avez justement une illustration de ce mouvement qui devient de plus en plus général et qui touche de plus en plus de monde? Alors, nous, les canaux existent depuis 4 ans et c'est vrai qu'en 4 ans, on a vu un changement extrêmement important. Donc, on connaît Marcia qui est elle, encore plus longtemps. Et depuis le début, on travaille avec Marcia et d'autres artisans, d'autres créateurs qui s'engagent dans l'économie circulaire. Donc, c'est réutiliser des matériaux qui est quand même aller encore plus loin dans la démarche de l'empreinte écologique et de se dire, je vais produire sans utiliser de nouvelles matières premières et donc sans extraire, sans utiliser de nouvelles ressources pour la planète.
Donc, ce mouvement, il est général. Dans toutes les couches de l'économie, de la très grande entreprise cotée en bourse à la plus petite. Et effectivement, aujourd'hui, donc ça correspond à du commerce équitable, ça correspond à de la production locale, ça correspond à beaucoup de choses. Mais il y a aussi une sorte de flou parce que toutes les entreprises se sont rendues compte de cette attente des consommateurs et donc essayent d'y répondre. Je pense que la crise du Covid va encore plus accélérer ça. Pour vous donner des chiffres, dans les 15 dernières années, la production de textiles dans le monde a baissé de 17%. Mais dans l'année dernière, entre juillet 2019 et juillet 2020, elle a baissé de 19% en un an. Donc, la baisse de production mondiale est la même en un an que sur les 15 dernières années, mais on constate sur les 15 dernières années aussi une baisse qui a fait que tous les grands du textile sont obligés de revoir leur modèle. Et donc, maintenant, il faut être exigeant parce que là-dedans, il y a beaucoup encore on va dire, de greenwashing, de social washing, etc. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de poser qu'est-ce qu'un commerce responsable et d'essayer de définir. Et en fait, il n'y a pas de définition officielle du commerce responsable. Donc, nous, au Cano, comme on met un peu les gens autour de la table, les collectivités, donc la métropole du Grand Paris est membre des Canos, la ville de Paris aussi, mais aussi les réseaux du commerce équitable, Max Havelaar. On a réuni autour de la table tous les acteurs sur cette question-là pour demander finalement est-ce que nous, on ne pourrait pas le définir puisque ça n'existe pas aujourd'hui. On espère que ça permettra d'ailleurs d'inspirer plus globalement. Et donc, on a défini le commerce responsable comme un commerce qui défend une consommation et une production bénéfique à l'humain, à la biodiversité et à la planète, et que ce commerce repose sur 6 piliers. La solidarité, l'impact environnemental, la responsabilité sociale, la proximité, la transparence et la pédagogie. Et donc, en fait, évidemment, personne ne fait tout, mais on peut essayer dans chacun de ces piliers de progresser. Progresser pour être plus transparent sur sa chaîne de production, plus transparent sur ses ressources, plus transparent sur la gouvernance de son entreprise. Voilà. Pédagogie parce que au-delà de la consommation, on est aussi des acteurs de la société et on peut, quand Marcia vend ses produits sur un marché, elle fait de la pédagogie, elle explique, elle donne des chiffres sur le textile. Et ça, c'est vraiment le commerce responsable. Ouais. Ensuite, je dirais la proximité. On l'a dit, la proximité, c'est plus on est proche, plus on le fait auprès de chez soi et plus on alimente un système qui est respectueux de notre environnement. Voilà. Et puis la solidarité, c'est trouver des solutions. Donc, dans chacun de ces piliers, on aide les entreprises à trouver des solutions. Ce sont souvent des solutions qui sont portées par des associations qui se sont spécialisées dans un domaine. Par exemple, si c'est la solidarité, vous êtes une entreprise, un artisan qui veut plus développer la solidarité, nous, on va vous expliquer que vous pouvez faire un partenariat avec Microdon et qu'au moment de l'encaissement, vous allez pouvoir proposer à vos clients de faire en même temps un don à une association de solidarité. Sur l'impact environnemental, on va vous dire, bon, peut-être que votre activité, elle a déjà un impact environnemental, il faut l'étudier, mais il y a plein de solutions pour le réduire. Ça peut être d'utiliser une énergie propre, durable, et donc, par exemple, de prendre votre énergie chez Enercop qui est 100% renouvelable. Ça peut être faire de la logistique à vélo. Il y a plein de solutions. Je ne pense pas qu'il y a les personnes idéales et les entreprises idéales. Chacun peut essayer de faire mieux. Mais ce que je constate, c'est que les artisans, l'artisanat d'art et ce sont les meilleurs sur le domaine du commerce responsable. Et qu'en fait, ce sont ceux qui, dans ces 6 piliers, cochent le plus de cases. Donc, ils le font, ils sont des commerçants responsables sans le savoir. C'est un peu Monsieur Jourdain et la poésie. C'est important de leur dire, leur donner les arguments et de montrer ça, parce qu'il faut dire aux consommateurs, si vous allez voir un artisan local, de toute façon, ça sera toujours plus responsable
que si vous allez voir une grande chaîne internationale, une grande chaîne de distribution. Alors, oui, c'est un peu plus cher. On ne peut pas toujours tout faire. Une belle pièce, c'est un cadeau du cœur. Mais globalement, les gens ont envie de consommer moins, mais mieux. Et l'artisanat, le local, ça permet ça. Donc, effectivement, les artisans d'art sont une source d'inspiration, donc qu'ils ne savent pas toujours. Donc, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Mais est-ce que vous accompagnez aussi les artisans qui veulent, parce que finalement, dans les artisans d'art, effectivement, ils fabriquent des petites pièces, des plus grandes séries. Ils fabriquent sur place, mais ils n'ont pas toujours cette démarche d'éco-conception. Est-ce que vous accompagnez les artisans pour qu'ils soient encore plus responsables et que les produits, les pièces qu'ils proposent soient plus responsables, durables? Alors, nous, à notre petite échelle, on essaie de le faire, mais on n'est pas du tout les seuls. La Chambre des métiers d'artisanat le fait, la CCI existe, il y a des collectifs aussi d'artisans. Voilà, chacun met un peu sa pierre à l'édifice. Donc, nous, ce qu'on fait au Canot, c'est d'une part de rendre visibles des solutions, en leur permettant de faire des marchés gratuits, des lieux de vente, de partager l'expérience. Je vous le disais, par exemple, au travers ce travail que nous avons fait avec tous les acteurs, de donner les définitions et après de lister toutes les solutions. On a aussi des programmes d'accompagnement sur notamment tous ceux qui fabriquent du mobilier, donc tout l'artisanat sur le mobilier. Ça s'appelle le booster circulaire et on les aide concrètement à passer d'une production linéaire, c'est-à-dire avec de la matière neuve, à utiliser que de la matière recyclée et récupérée. Et donc là, on a concrètement vraiment accompagné 15 entreprises, artisans fabricants de mobilier et de la conception jusqu'à la commercialisation. Et là aussi, le booster circulaire, ce programme-là, il a généré plus de 300 000 € de chiffre d'affaires sur le mobilier produit en économie circulaire. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a pas assez de producteurs, on va dire, par rapport à la demande. Donc, voilà. Donc, on essaie toujours d'aider ceux qui viennent nous voir pour trouver des solutions, mais on n'est pas les seuls. Merci beaucoup, Elisa. Et d'ailleurs, vous aussi, vous faites ça. Oui, nous, on accompagne effectivement moins sur ces sujets-là, mais sur le développement de l'entreprise donc, et de leurs projets. Donc, on participe, en tout cas, c'est notre volonté de participer à donner à permettre aux artisans d'art d'avoir une vie économique, en fait. Et peut-être, Marcia, justement, toi qui a été accompagnée, tu as cherché pendant des solutions pour toujours être avoir plus d'impact écologique et social. Tu es vraiment inscrit là-dedans, tu es installé à la goutte d'or. Justement, comment tu as trouvé les solutions? Auprès de qui? Eh bien, j'ai en fait pour la partie technique, au bout d'un moment, grâce au succès des chaussettes orphelines, et on avait tellement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais au début, on transformait ça de façon très artisanale, en travaillant comme des patchwork. Et puis, à force de recevoir des chaussettes un peu de partout, et ça devenait un problème. Il fallait absolument transformer cette matière, passer à une autre étape qui permette de transformer beaucoup plus. Et donc, je suis allée chercher des ingénieurs, des filatures. Dans les temps, j'ai toujours été styliste et plutôt liée au fil, à la maille. Et donc, c'était naturel pour moi de me dire, je vais finir par trouver quelqu'un qui va m'aider à transformer toute cette matière en fil. Et donc, c'est de la recherche et développement. Je tapais à toutes les portes. Ça a pris plusieurs années pour arriver à ces résultats au fil que nous avons aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est quelque chose que nous connaissons tous, les artisans et les chefs d'entreprise. Et plus on est petit, et plus on doit être tenace et il n'est pas abandonner nos projets pour arriver à des résultats, des solutions. À des problématiques qu'on trouve et c'est quelque chose sans fin parce qu'après c'est vrai que ça donne envie de continuer, d'améliorer et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent aujourd'hui en France. On voit pas mal de gens autour du lin, autour de la laine, des groupes très forts qui se lient pour faire vivre cette industrie et l'améliorer. Et donc, voilà, c'est en faisant partie de plein de réseaux. Tu as raison, Elisa, quand tu dis. Bon, je te tutoie, mais je pense qu'on se tutoie depuis longtemps. Et, quand on vient participer à un salon, au canot, à une vente, on rencontre des tas de gens. Et ça, effectivement, c'est grâce à toutes ces activités qu'on finit par rencontrer des partenaires et qui vont nous aider à arriver aux produits, aux fins que nous cherchons. Justement, alors, puisqu'on parle de partenaires, Ronan, vous pouvez peut-être nous expliquer comment soutient la métropole du Grand Paris, comment vous soutenez le territoire et comment vous favorisez ces mouvements-là? Bon, j'ai entendu le mot réseau, j'ai entendu le mot coopération. Oui, peut-être en propos liminaire, peut-être rappeler ce que la métropole, puisque la métropole est avant tout un territoire. Donc nous, on intervient bien sûr sur la dimension territoriale et moins sur l'accompagnement aux entreprises. Donc pour rappel, c'est 131 communes, la métropole du Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants, 300 000 entreprises de proximité. C'est une vocation, et sa vocation, c'est la coopération intercommunale. Et c'est aussi une ambition, on l'a déjà évoqué, une ambition portée par son président, Patrick Ollier, son bureau bien sûr, et c'est aussi un plan de relance. Puisque l'enjeu aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure le Covid, cette crise sanitaire, et il va falloir aussi imaginer et porter la relance de l'économie et de l'économie locale, de proximité bien entendu. Et par rapport à ça, la métropole a un rôle d'investisseur, un rôle de nouer, on va dire, un réseau de partenaires qui accompagnent les entreprises pour renforcer la proximité, l'économie durable, bien sûr les modes doux, la logistique urbaine, la rénovation aussi, qui est un élément important. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un accompagnement pour illustrer? Et puis un point important, c'est quand même que la métropole, ça ne vous a pas échappé, est partenaire du Carrousel des Métiers d'Art depuis son origine, mais évidemment sur ce salon virtuel. Et donc là aussi, on a vocation à accompagner les mutations numérique aussi, bien sûr, du territoire. Et c'est un accompagnement financier, c'est un accompagnement comment vous accompagnez le Carrousel des Métiers d'Art, par exemple? Un financier, c'est un partenariat financier, et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de quelque part d'amener un regard autre sur le salon, sur le carrousel, donc avec, j'allais dire, une notion aussi de mise en réseau, peut-être amenée vers d'autres partenaires. C'est des choses qui sont, j'allais dire, dans la mesure de l'action de la métropole du Grand Paris. Pour revenir un peu, peut-être plus sur de l'exemple, entre autres, il y a une question là qui a été posée par Tara sur la question de est-ce que la métropole est là pour trouver un local artisanal, un atelier, un local commercial. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que nous faisons en mode direct. Néanmoins, on le fait en appui des villes, des communes de la métropole. Donc, entre autres, je vais prendre un exemple. Samedi, je vais à Astin. Entre autres, la création de boutiques éphémères. C'est des choses qui se mettent en place où, bien sûr, les artisans d'art ont toute leur place dans ces boutiques éphémères, ces boutiques à l'essai. Ils ont plusieurs noms, boutiques solidaires, on a différents éléments. Donc aujourd'hui, c'est un accompagnement financier aussi auprès des villes. Entre autres, il y a un dispositif qui s'appelle Centre-Ville Vivant. Et quand on pense Centre-Ville Vivant, on pense artisanat, on pense commerce, on pense service de proximité. Et il est évident que des artisans d'art dans une rue, je pourrais prendre des exemples sur d'autres villes, où on a des rues des arts, par exemple, évidemment, ça participe à la diversité de l'offre de services d'un territoire. Et quelque part, cette diversité fait aussi son attractivité.
Donc, il y a tout intérêt aujourd'hui dans les centres-villes, on va dire, du périmètre de la métropole, d'avoir une offre diversifiée, adaptée. On a évoqué tout à l'heure la notion de seconde main, les recycleries, tout ce qui va être dimension aujourd'hui on va dire, d'échange, de lieux d'échange de produits ou de services, évidemment, ont toute leur place. Et dans l'artisanat d'art, le vrai intérêt, donc on parle des fois d'upcycling, hein, d'une certaine manière, la possibilité de rénover, on le voit entre autres par Chaussettes Orphelines, mais on peut l'avoir dans le mobilier d'art, on peut l'avoir dans l'horlogerie, on peut l'avoir dans tout un tas de choses. Aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit produire à partir, un peu comme la production de la ville? Est-ce que la production de la ville, aujourd'hui, on le voit sur le périmètre de la métropole, il n'y a plus beaucoup d'espace. À un moment donné, il faut aussi construire la ville sur elle-même. Et des fois, aujourd'hui, la question du produit durable est quelque chose qu'il faut se poser. D'où la notion d'éco-conception, d'ailleurs. Et ça, c'est un élément fondamental. Et je reprendrai, là, je vais être sur le ton de la boutade. Hein, on a l'habitude de dire des fois, acheter chinois, acheter deux fois. Donc aujourd'hui, il y a quand même un enjeu, comme je vous l'ai dit, sociétal fort. Et la métropole, sur la notion de ville durable, sur la notion de territoire équilibré, polycentrique, avec une économie de proximité, s'engage dans cette voie. Mais un artisan d'art qui cherche justement à être soutenu parce qu'il n'a pas les moyens de financer un local, ou comment il fait pour accéder à ces locaux? Clairement, les meilleurs interlocuteurs hein, là-dessus, hein, ce sont les villes hein, qui ont connaissance de leur territoire. Hein. Donc, évidemment, alors il y a ce qu'on appelle des fois des managers de commerce, des managers de centre-ville, des techniciens qui sont dans les villes, qui ont connaissance des locaux disponibles. Évidemment, donc là, par rapport à ça, j'allais dire, prenez contact avec eux. Hein. C'est un point d'ancrage fort. Autant je vous dis, nous, la métropole, on arrive en soutien d'eux et nous ne faisons pas. Et là, sur les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, au développement, j'allais dire, autour de table, il y a vous, hein, donc Artisans d'avenir, il y a les canaux, il y a bien sûr les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers qui sont là pour ça. Il y a d'autres réseaux d'accompagnement, il y en a de multiples. Le tout, vous savez, quand on est dans l'entrepreneuriat, qu'on soit artisan, industriel, commerçant, le principal, c'est d'être entouré. Donc là, par rapport à cela, vous savez, je vais être dur, hein, je prendrai les propos on va dire, d'un président de fédération qui disait, vous savez, nous les indépendants, on les appelle les 3 I. Indépendants, isolés, idiots. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de coopérer. Quelque part, quand on parle de résilience, quand on parle aujourd'hui dans un environnement qui est complexe hein, pour les artisans, les commerçants, etc., il faut se fédérer, il faut travailler en réseau. Et là, d'une certaine manière, par les canaux, par d'autres structures d'accompagnement, la chambre de métier et d'artisanat, bien sûr, faites-vous accompagner pour, j'allais dire, trouver les solutions. Et identiquement, si vous êtes à la recherche d'un local, si vous êtes à la recherche, j'allais dire, je vois un lieu d'habitation ou autre, j'allais dire, votre ancrage territorial est essentiel. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que dans la consommation responsable, c'est une logique d'écosystème et que quelque part, cet écosystème est à la fois producteur, consommateur, citoyen. Oui. Et là, par rapport à ça, il faut faire travailler toutes les énergies ensemble. C'est le critère de solidarité dont parlait Elisa. Peut-être pour rebondir, oui, donc d'abord, notre premier partenaire à nous, c'est la métropole, quand même, je dois le dire, et qui nous finance et nous soutient et est membre de notre conseil d'administration. Et quelque part, nous, si on s'appelle les canaux, c'est parce que on pense que pour développer l'économie, donc développer un projet entrepreneurial et développer l'économie en général, il faut créer des liens et des canaux. Donc, effectivement, c'est se mettre en relation. Donc, c'est aller voir des conférences, comme disait Marcia, c'est ce que vous faites, ce qu'on fait là, par exemple, ça permet de s'ouvrir, de sortir de son atelier seul et de se dire, je vais chercher des solutions. Et alors, sur la question des locaux précisément, effectivement, les collectivités sont des bons interlocuteurs. Il y a le GIE Paris Commerce, par exemple, qui est le regroupement des bailleurs sociaux parisiens
Et donc, il y a les pieds d'immeubles des habitats sociaux, il y a la CEMA Est, et puis il y a les activités de toutes les municipalités membres de la métropole qui parfois ont des administrations de développement économique et qui du coup connaissent les programmes d'investissement sur leur territoire et peuvent orienter vers tel promoteur qui va s'installer là et qui va avoir un commerce. Et en fait, c'est parce qu'on a été au courant, qu'on a été connecté, qu'on a créé des canaux, qu'on pourra aller les voir, leur proposer le projet et puis trouver son local. Tout à fait. Tout à fait. Merci Elisa. Et Marcie, alors du coup, si on revient un peu à Chaussettes Orphelines, parce qu'on y est venu par des canaux justement différents. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé Chaussettes Orphelines? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de canaux, de relations, ça serait intéressant que vous nous disiez aussi dans votre parcours, peut-être rappeler les moments clés qui ont fait que vous avez changé de dimension d'entreprise et qui vous ont aidé aussi à faire de Chaussettes Orphelines ce que c'est, mais peut-être commençons par dire ce que propose Chaussettes Orphelines et pourquoi vous l'avez créé. D'accord. Je vais rappeler quelque chose que c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand je commençais à travailler en France. Enfin, je suis née au Brésil et je fais des études de mode à Paris. Et je commençais à travailler dans des maisons de couture parisiennes. Et j'ai eu la chance de voir encore dans les années 90 beaucoup de filatures du nord de la France qui étaient en plein fonctionnement. Et je garde un souvenir génial de beaucoup d'ateliers comme ça, des filatures qui n'existent plus. Et donc, Chaussettes Orphelines, quand on a fait ce choix depuis le début de faire tout en France, c'est aussi parce que j'ai connu, j'ai vu qu'est-ce que c'est ce savoir-faire français qui est excellent, qui est extraordinaire et qui est aussi fragile, qui peut partir parce que chaque usine qui ferme, chaque petit atelier, aujourd'hui je travaille avec des ateliers c'est la mère et les fils par exemple, donc c'est quand même pas mais qui ont plein de machines intéressantes, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Il faut surtout et pas qu'est-ce que vous faites avec eux? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Par exemple, celui-là, c'est celui qui nous tricote de la maille au mètre. Parce que dans les processus des transformations, la première étape, c'est les tris. Et donc, les tris, c'est très important d'une part parce que c'est l'aspect solidaire, parce que c'est trié par des personnes qui sont en situation d'insertion économique et sociale. Et en même temps, les tris par couleur évitent l'utilisation de l'eau et la pollution de l'eau. Donc, c'est déjà en soi une étape vraiment importante. Après, ça va être effiloché et transformé en fil dans une filature dans le sud-ouest. Et ensuite, ces fils, il va partir dans plusieurs endroits, dont cet atelier qui va tricoter la maille au mètre, un autre atelier plutôt du côté des Lions qui va faire les tissus, des ateliers qui vont tricoter des pulls, des écharpes. Cette maille au mètre, ces tissus vont revenir à la Goutte d'Or. Et là, nous allons travailler avec plusieurs ateliers, nos voisins, qui vont transformer ces mailles au mètre en petite trousse, en housse d'ordinateur, en petite housse des lunettes. Je profite en chaussettes aussi pour remercier, bien sûr, toujours en chaussettes, évidemment. Ça, c'est quand même la base du cercle vertueux d'aller de l'ancienne chaussette à la nouvelle chaussette. Et voilà, je fais un petit parenthèse parce que j'avais oublié de remercier la Chambre des métiers et les carrousels du Louvre. Et on a toujours participé à cette magnifique rencontre. Et nous sommes contents d'être là encore cette année en mode virtuel pour la première fois. Et je vous invite tous qui vous êtes en train de nous regarder de faire un saut pour voir ces plus de 150 artisans qui exposent actuellement et pouvoir encore choisir vos cadeaux. Il est encore temps. C'est vrai, hein, il est encore temps d'aller voir ces 150 artisans qui exposent et c'est très courageux d'avoir fait cette version
Donc, en fait, avec Chaussettes Orphelines, vous participez à l'impact social en réinsérant des gens, à l'impact environnemental en évitant l'utilisation d'eau, en fabriquant en France. L'impact économique, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a un impact économique? Il crée des emplois. Vous créez, bien sûr, évidemment. Bah, évidemment. C'est pas mal, on essaye de créer des emplois, on a Ce qui est génial chez toi, c'est que, en fait, au démarrage du dos, c'était, tout le monde l'a vécu chez soi, mais qu'est-ce que deviennent toutes ces chaussettes qui disparaissent et de leur boulot qui est à côté? Je sais pas, ça, il y a un peu. Bah oui, c'est vrai qu'à cette question, c'est comme beaucoup de choses qui existent en paire, hein, mais les chaussettes, c'est vraiment un fléau et ce qui est chouette, c'est que du coup, ça permet aussi de sensibiliser, de faire de la pédagogie. Comme tu disais, Elise, tout à l'heure, c'est à chaque fois qu'on fait des collectes de chaussettes, c'est l'occasion de se remobiliser pour faire moins de déchets et pour imaginer des façons de transformer l'inutile en beau et utile. Et c'est aussi emblématique, c'est aussi parler des sujets un peu, carrément graves, mais de façon légère. Ça, je tiens absolument à ne pas... il ne faut pas plomber, quoi. C'est déjà, en partant au démarrage bon de la chaussette, et il faut faire quelque chose de ces chaussettes qui s'accumulent et qu'on n'ose pas jeter en espérant trouver la deuxième. Et tout le monde a un sac de chaussettes chez toi. C'est ça. Et en leur disant, on va trouver une deuxième vie. Et après, Marcia a toujours cherché des solutions pour avoir plus d'impact. Elle a fait de l'insertion, elle s'est inscrite partout, et elle va tout le temps chercher. Et donc, du coup, elle progresse tout le temps. Et nous, notre président économique, c'est Yann Arthus Bertrand, et il dit « Agir rend heureux ». Et je pense que quand on est un artisan, se poser des questions, y trouver des solutions, aller chercher, ça rend heureux et ça dynamise aussi son métier, quoi. Totalement. Et Marcia, combien êtes-vous aujourd'hui chez Chaussettes Orphelines? Combien de salariés? Nous sommes encore une petite équipe, hein, nous sommes 5. Bon, voilà, c'est ça, vous travaillez avec beaucoup d'ateliers. On a beaucoup d'emplois indirects. Et pour revenir à Elise, à ce tas de chaussettes, c'est vrai que les canaux et la ville de Paris nous ont accompagnés dès les débuts. Je trouve que c'est très important de les dire parce qu'on parlait des réseaux. Et d'ailleurs, Chaussettes Orphelines a commencé parce que j'étais invitée à participer au Grand Prix de la ville de Paris, au Grand Prix de la création. Et en rangeant les tiroirs de mes enfants et en voyant ces chaussettes, j'ai dit, tiens, je vais présenter quelque chose avec des chaussettes. Et c'est l'origine de ces projets qui après Alors, a si pris vous la me laissez forme. partager mon écran, je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, les fameuses chaussettes orphelines que vous voyez là. Donc, si vous n'avez pas fait vos cadeaux de Noël, il est encore temps. Mais au moins, on voit les chaussettes une fois qu'elles ont été refilées, tricotées, donc pas teintes, hein, comme l'a dit Marcia. Et pour finir, parce que l'heure tourne, je trouve que ça serait intéressant aussi de vous montrer ce petit schéma que m'avait montré Marcia, parce que je pense que la transparence dont parlait Elisa tout à l'heure, c'est un sujet très important quand on veut sensibiliser les consommateurs à l'acte d'achat. Et je trouve que ce schéma est très intéressant parce qu'on comprend quand vous voyez une chaussette que vous achetez à 25 €, et ben vous voyez comment se décompose le prix. Donc, une chaussette à 25 €, vous avez donc, Marcia, tu me dis si je me trompe, à 2,5 €. Voilà, mais vas-y, explique peut-être. Oui, 2,5 €, c'est lié à la production, à la conception, aux achats de matières et tout ça en France. 25% les tricotages. Donc, comme on a dit, des ateliers uniquement, toujours en France, pour faire vivre le savoir-faire, notre savoir-faire.
20% Bien sûr. c'est la TVA. 8% c'est l'enveloppe retour, c'est-à-dire que chaque fois qu'on achète un produit en ligne, on va recevoir un timbre pour envoyer directement ces chaussettes à recycler. Donc, c'est 20% des charges liées à la distribution, la commercialisation, les salons, etc. Donc, c'est 5 euros. Puis après, on a 10% pour la communication et 7% la collecte et tri. Donc, c'est là où rentre la partie solidaire parce qu'on va payer donc avec ça les salaires des personnes qui travaillent pour trier les chaussettes et c'est un travail donc en insertion économique et sociale. C'est très intéressant. Et alors, donc, si on, juste pour revenir à l'enveloppe retour, ça veut dire que quand tu achètes une paire de chaussettes, quand elle sera terminée, tu as le moyen en fait de vous la réexpédier et vous faciliter ce retour. C'est ça, c'est ce qu'on appelait les recyclages facilités. C'est même pas la peine d'attendre que la chaussette qu'on a achetée, c'est juste la possibilité d'envoyer déjà les anciennes chaussettes par la même occasion. Ça suffit de mettre dans une boîte. C'est génial. Merci beaucoup, Marcia. Donc on arrive au bout de cette discussion. Est-ce que Caroline, vous voulez prendre le relais? Il y a peut-être des questions. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Il y a des petits soucis de grésillement. J'ai l'impression que Caroline, on ne vous entend pas. Alors, je vais prendre les relais des questions si vous voulez. Vous m'entendez? Si, on vous entend, Caroline. Vous m'entendez? Ah, c'est moi alors. Aude, je pense qu'il y a un problème avec votre son. Alors, juste, je vous demande merci beaucoup. Est-ce que Aude, vous pouvez couper votre micro le temps que je prenne la parole? Merci à vous. Merci à tous. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on a parlé développement durable, on a parlé fabrication, des sujets qui sont intrinsèques en fait au développement des entreprises artisanales. C'est vrai qu'elles ne savent pas toujours en faire un argument commercial. C'est intéressant de voir que ce prisme-là est de plus en plus important, en tout cas dans la façon dont elles commercialisent. Et évidemment, on est hyper reconnaissant, en tout cas, pour le soutien que la métropole apporte à cet événement et plus largement à notre réseau des chambres de métiers, puisqu'on travaille sur plein d'autres sujets avec la métropole. Et on sait que c'est très important pour les artisans d'être accompagnés par des réseaux spécialisés comme les canaux, et puis des réseaux plus généralistes comme le nôtre. Des réseaux aussi privés comme le travail que fait Aude aux côtés des artisans. Donc voilà, je pense que les questions elles ont été traitées. Donc je tenais vraiment juste à vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant que ça ne soit fini, c'est quand même un petit tuyau. Je trouve qu'il y a deux réseaux qui sont super sympas et très actifs, c'est Slow ER et une autre mode est possible. Voilà, c'est toujours bon savoir qu'il y a des tas des groupes qui sont prêts à soutenir et comme les canaux et qui d'ailleurs travaillent tous ensemble, mais allez voir allons, continuons à collaborer parce que c'est la bonne façon d'avancer, je pense, la seule même. Bonne soirée. À tous. Au revoir. Merci. Au revoir.